C'est un moment que personne n'oubliera. En janvier 1945, à Foix, en Belgique, un lieutenant américain s'était lancé droit vers les lignes allemandes. Cette scène a laissé les soldats allemands de garde bouche bée. Ils ont même oublié de tirer pendant un instant, jusqu'à ce que les Allemands fassent venir un canon de 88 mm. Lorsqu'ils ont tiré directement sur lui, ce défenseur central a montré un soupçon d'approbation. Au moins, les Allemands montraient enfin leur vrai talent. Cependant, même ainsi, l'artillerie lourde n'a pas réussi à abattre ce défenseur américain. C'était Ronald Speer. Parmi les hommes de la 101e division aéroportée, c'était déjà un nom légendaire. Depuis les combats sanglants du jour J en Normandie, Speer était devenu une légende aux yeux de ses camarades, et un cauchemar persistant pour l'ennemi. Certains disaient que c'était un chef de guerre né, intrépide et résolu, prêt à tout pour accomplir sa mission. D'autres disaient, il cache une part d'ombre insoupçonnée. Ronald Charles Speer est né en 1920 à Édimbourg, en Écosse. À l'âge de 4 ans, il a traversé l'océan avec sa famille pour s'installer à Boston, aux États-Unis. Le jeune Speer n'a jamais été du genre à suivre les règles. Au lycée, il s'est engagé dans l'entraînement militaire, obtenant finalement le grade de sous-lieutenant dans l'armée américaine. Après l'entrée officielle des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, Speer s'est porté volontaire pour rejoindre les parachutistes. Il fut affecté au 3e bataillon du 506e régiment d'infanterie parachutiste de la 101e division aéroportée. Au camp Tokoa, en Géorgie, il subit un entraînement d'une rigueur infernale, forgeant une volonté et un physique d'acier. Fin 1943, cette unité d'élite fut envoyée en Angleterre, pour la force d'assaut de l'opération Overlord. Le 6 juin 1944, la nuit du débarquement de Normandie était noire comme de l'encre. Speer saute sous la lune. Après l'atterrissage, il rassemble rapidement ses hommes dispersés. Il forme une petite équipe de fortune pour prendre d'assaut le manoir de Brécourt. Ils réussissent à capturer un obusier allemand, pour ensuite se lancer à nouveau au combat. Cette nuit-là, les soldats ajustaient leur position, en attendant l'assaut qui devait éclater à l'aube. À l'aube du 7 juin, le peloton de Speer était prêt à partir. Mais avant cela, il avait pris une décision. Cette décision a non seulement fait résonner son nom dans toute la caserne, mais a également engendré de nombreuses rumeurs qui circulent encore aujourd'hui. L'air matinal était chargé de tension. Une autre petite paire de soldats allemands levait les mains pour se rendre. Et Speer, selon les dires, se retrouva une fois de plus dans une situation où il devait faire un choix. La fumée de la bataille se dissipait, mais soudain, une agitation éclata dans son unité. Un soldat chinois, ivre, se rebella ouvertement. Il criait vouloir charger au combat, ignorant l'ordre de rester sur place. Speer s'avança pour l'arrêter, mais ce soldat chinois se montra arrogant, refusant de reculer. Speer, avec son calme habituel, ordonnait lui de se replier immédiatement. Mais l'alcool et la colère ont aveuglé Zhang Shi. Il a tendu la main pour saisir le fusil à côté de lui. Speer n'avait pas le choix. Au moment où Zhang Shi a pointé son arme sur lui, Speer a tiré sans hésiter et l'a abattu. C'était de la légitime défense. Tous les soldats ont été témoins de la scène. Un silence de mort régnait sur les lieux. Tout le monde était stupéfait par la froideur et la détermination de ce défenseur. Speer fit immédiatement un rapport de la situation à son supérieur, Jerry Grossman, sans lui avoir encore rapporté les faits, car son action n'avait pas encore été jugée entièrement légale. À partir de là, la légende de Speer commença réellement. Calme et sans peur. La situation était brutale et décisive. Ses subordonnés le respectaient, l'admiraient, et étaient prêts à lui confier leur vie. Les combats sur les plages de Normandie s'apaisaient, mais les soldats de la 101e division aéroportée étaient toujours hantés par les souvenirs sanglants du jour J. Ils firent une courte halte, puis continuèrent leur progression vers l'intérieur de la France. À l'aube du 11 juin 1944, le ciel était clair. Ronald Speer s'agitait dans son camp au bord de la Douve, incapable de dormir, sans la moindre fatigue. Ses hommes non plus. 6 jours de combats acharnés avaient déjà épuisé leurs forces. Lors de leur saut en Normandie, ils n'avaient emporté que des rations individuelles. À présent, chacun était à bout de force, les nerfs à vif. Speer se souviendra plus tard que tous les hommes n'avaient connu qu'une seule nuit de sommeil complète. Que ce soit physiquement ou mentalement, tout le monde était à bout.
Les combattants de la résistance française sont arrivés au poste de commandement, tenant fermement les mitraillettes qu'ils avaient capturées, apportant les dernières informations sur l'ennemi. Les reporters de guerre couraient partout, à la recherche d'histoires de guerre dignes de faire la une. Certains soldats appelaient pour dire « Nous avons capturé tant de chevaux à Chili, peut-être que nous passerons bientôt de fantassins à cavaliers. » Mais personne n'osait se moquer des corps des soldats tombés, près des tentes enregistrées au cimetière. Ils étaient enveloppés dans de simples sacs de toile. Les scribes fouillaient attentivement les poches de ces jeunes hommes qui ne rentreraient jamais chez eux, d'enregistrer leurs informations d'identité. Dans l'enceinte du camp, certains soldats montraient déjà des signes d'effondrement mental, tremblant de manière incontrôlable, le regard vide fixé au loin, sans dire un mot. Speer y était déjà habitué. Il n'a pas dit un mot de plus, il a juste observé tout cela en silence. Plus tard dans la journée, Speer mena ses troupes au nord-ouest de Carentan. Il leva ses jumelles pour examiner attentivement le terrain de la ville. Dans le champ de vision des jumelles, Carentan était en ruine. D'épaisses fumées s'élevaient. Les civils couraient dans la panique, se portant secours tant bien que mal, portant des seaux d'eau pour aider les pompiers déjà débordés à éteindre l'incendie. Pourtant, sous cette apparence de chaos, les courants souterrains s'agitaient, les parachutistes allemands et les troupes blindées de la SS resserraient l'encerclement. Une bataille acharnée est imminente. Les Allemands qui défendent Carouge ne sont pas de simples troupes de choc sans expérience au combat. Ces nouvelles recrues, ils sont retirés du front italien et du front de l'Est. Ce sont des vétérans aguerris. Ils appartiennent au 6e régiment de parachutistes et à la 17e Panzer SS, l'avant-garde de l'infanterie de marine. Le plan de bataille allié était clair sur le papier. Prendre Carentan, ouvrir la plage d'Omaha et la relier au secteur d'Utah, unir les deux têtes de pont. Cet ordre venait directement du commandant suprême des forces alliées, Eisenhower. La 101e division aéroportée doit attaquer par le nord. Le 5e corps d'armée prendra l'ennemi à revers par Isigny. Mais la réalité est bien plus cruelle que le plan. Les marais entourant le champ de bataille sont déjà inondés. Les étroites chaussées sont sous le feu nourri des mitrailleuses allemandes, bloquant toute progression. L'ennemi a établi un réseau de tirs croisés. Speer a écrit dans son rapport d'opération que les deux bataillons étaient incapables d'avancer. En raison de la résistance acharnée de l'ennemi et de leur position défensive, nos pertes sont lourdes. Les 200 hectares de champs inondés nous ont empêchés de contourner les défenseurs. Leur objectif est lancer une attaque depuis le côté ouest de Carentan, prendre le point culminant au sud de la ville, la côte 30. Le terrain dans cette zone est extrêmement difficile. Il n'y a presque aucun chemin. Speer le savait bien. La difficulté de prendre la côte 30 serait probablement bien plus grande que prévu. Il analysait calmement la puissance de combat de l'ennemi. Il est indiqué dans le rapport que nous connaissons très bien la capacité de combat des troupes légères allemandes. Précédemment à Saint-Omer, dans le nord, lors des batailles de Dumont et de Wervik, ils ont fait preuve d'une solide capacité défensive. Lorsque ces soldats allemands reçoivent l'ordre d'attaquer, ils chargent sans craindre la mort. De plus, leur taux d'équipement en armes automatiques est extrêmement élevé. Speer ne parlait jamais de courage, ni n'évoquait la peur. La seule chose qu'il faisait, c'était de montrer l'exemple, en menant ses hommes à l'assaut. Et la colline 30 attendait leur arrivée en silence. Les troupes légères allemandes étaient réputées être les démons verts, surnommés ainsi, totalement différents des troupes de la Wehrmacht classique. Ils portaient des uniformes de combat camouflage, et des casques ronds emblématiques. Leur silhouette était très reconnaissable sur le champ de bataille. Speer et ses hommes reconnaissaient ses ennemis jurés au premier coup d'œil. Speer écrira plus tard dans ses mémoires. Le moral des troupes de grenadiers allemands semblait assez élevé. C'est peut-être parce que pour eux, combattre l'armée américaine valait mieux que d'affronter simultanément l'assaut de l'armée rouge soviétique et le froid glacial de l'Est. Même ainsi, Speer n'osait pas baisser sa garde. Outre l'infanterie, les unités blindées allemandes l'inquiétaient également beaucoup. Il y a quelques jours à peine, en périphérie de Sainte comme du Mont, un véhicule blindé allemand a surgi de sa cachette. Les tirs de mitrailleuses ont plu. La position de Speer fut immédiatement neutralisée. Un soldat fut tué sur le coup. Avant qu'il n'ait pu organiser une contre-attaque efficace, ce véhicule blindé avait déjà disparu, se dirigeant vers Carentan. Quelques jours plus tard, lorsque Speer repère à nouveau des blindés ennemis près de Carentan,
Cette mauvaise intuition le saisit à nouveau. Les renseignements confirment la présence de chars allemands dans la zone. En comparaison, ses propres moyens sont misérables. Toute la compagnie n'a qu'une seule mitrailleuse légère. Mais Spears estimait que, dans nos assauts continus, le rôle du fantassin était bien plus important que prévu. Pendant la bataille de Normandie, nos mitrailleuses légères n'avaient pas de bipied, seulement un trépied, lorsque nous attaquions à travers les haies bocagères. Cette configuration est totalement impraticable, plus difficile que le terrain difficile et l'équipement délabré. C'est la grave pénurie de troupes. Ses effectifs sont sérieusement réduits. Il ne lui reste plus que 14 soldats, comparé à l'effectif standard de 40 hommes pour une compagnie d'infanterie. C'est le jour et la nuit. Après minuit, le 2e bataillon passe enfin à l'action. La force terrestre, en tant que force arrière, les soldats poussent les chariots de munitions. Chaque compagnie se voit attribuer un cheval pour transporter le matériel. En raison du manque de véhicules motorisés, ils n'avaient pas d'autre choix que de compter sur la main-d'œuvre et le traitement. Cependant, toute chose a deux côtés. Le bataillon avançait sans bruit, réduisant considérablement le risque d'être repéré. La progression de l'unité était très lente. Peu après le départ du bataillon, ils furent pris sous le feu des mortiers, des mitrailleuses et des lance-roquettes allemands, et ne pouvaient plus avancer. Plus loin, les flammes du Caran s'élevaient dans le ciel. Les flammes orangées se reflètent sur les champs inondés et rivalisent d'horreur. Les canons navals ont ouvert le feu plus tôt pour pilonner violemment cette ville et dégager la voie pour l'avancée des troupes au sol. Le 2e bataillon, près d'une ferme délabrée, quitte la route. Transition vers la marche en terrain accidenté. Spears et ses hommes déchargent leurs armes de leurs épaules et commencent à transporter l'équipement lourd à main nue. La cour de la ferme est jonchée de clôtures brisées, de terre boueuse et d'éclats d'obus éparpillés. Les heures passent. La troupe progresse difficilement dans l'obscurité. Les soldats sont épuisés. Ils avaient presque les yeux fermés. Les communications entre les unités se sont progressivement interrompues. Certains soldats s'endormaient debout. Les officiers devaient les réveiller sans cesse. Des coups de feu sporadiques se faisaient entendre au loin, mais la résistance ennemie n'était pas organisée. Finalement, 3 heures après avoir quitté le camp, le 1er bataillon est arrivé le premier sur la colline 30. Les Allemands offrent peu de résistance organisée, les laissant prendre les hauteurs. C'est probablement un piège. Speer déploie rapidement ses troupes le long de la route de Bopt, tout en levant ses jumelles, pour balayer la campagne environnante avec vigilance. Ces hommes sont épuisés, les uns après les autres. Ils vacillaient même debout. L'extrême fatigue a finalement engendré une tragédie. Dans la lumière blafarde de l'aube, une silhouette solitaire marchait vers leur ligne de défense sans donner aucun ordre, ni faire aucun signe. Un soldat appuya instinctivement sur la gâchette. L'homme s'effondra. Quand ils sont montés inspecter le corps, tout le monde a été submergé par une immense stupéfaction et une grande tristesse. Le défunt était un soldat du 1er bataillon. C'était l'un des leurs. C'était un cas d'infection totalement évitable. Une erreur médicale. À 2h30 du matin, tous les commandants se sont réunis. Il enfile un ciré en caoutchouc pour masquer le faisceau de sa lampe torche, afin d'éviter d'être repéré par les Allemands. Sous ce maigre abri, Speer reçoit de nouveaux ordres de mission. L'assaut sera lancé à 6 heures précises à l'aube. Ils fonceront droit sur la ville de 40 ans, pour livrer de féroces combats de rue pour les maisons en bambou. Et Speer était déjà prêt au combat. Le 12 juin 1944, l'aube approchait. Le champ de bataille fut instantanément déchiré par les tirs. Vers 4 heures du matin, les commandants du 506e régiment découvrirent avec stupeur que le poste de commandement du régiment, sous le couvert de la nuit, avait progressé sans qu'ils s'en rendent compte jusqu'à la ligne ennemie. L'avant-garde était dans une situation extrêmement dangereuse. Les mitrailleurs allemands, embusqués depuis longtemps, ont rapidement verrouillé cette cible exposée. Ils ont ouvert le feu immédiatement. Des traçantes ont déchiré le ciel nocturne. Les officiers d'état-major du poste de commandement se sont jetés à terre, cherchant un abri. Le quartier général a immédiatement envoyé une compagnie complète. Allons d'abord secourir le personnel du quartier général piégé. L'opération de sauvetage se déroule sous un déluge de balles. Les parachutistes, armés de mitraillettes Thompson, échangent des tirs avec les Allemands, tout en avançant péniblement vers le poste de commandement encerclé. La surprise est perdue. Le temps presse de plus en plus. Le 2e bataillon décide de jouer le tout pour le tout. Ils ont lancé une attaque frontale contre Carentin.
Ils n'ont pas choisi de manœuvrer prudemment entre les arbres, mais plutôt de suivre la route principale, en colonne par compagnie, chargeant à pleine vitesse. La compagnie F était en tête, suivie de près par les compagnies 1 et D. La première compagnie pénètre dans la banlieue de 40 ans. Les défenseurs allemands restent immobiles, attendant qu'ils entrent dans leur portée pour lancer une attaque soudaine. Le tir des mortiers et des armes automatiques s'abat sur eux comme une tempête. Les parachutistes se jettent dans les fossés et les creux au bord de la route, cherchant un abri. La première compagnie qui les suit plonge tête baissée dans ce rideau de feu, fut immédiatement pris sous le feu nourri des mitrailleuses lourdes et des canons de 88 allemands. Speer vit l'espace ouvert devant lui se transformer en un moulin à chair. Les troupes furent clouées au sol par les tirs pendant des heures entières. Finalement, il donna l'ordre, et les soldats bondirent hors des abris comme des tigres. Lancez l'assaut. Pendant ce temps, la résistance allemande aux abords de la ville devenait de plus en plus acharnée. Les mitrailleuses allemandes installées dans les caravanes bloquaient fermement la progression des troupes. Les hommes de Speer se précipitèrent dans le bâtiment mobile voisin et tirèrent une grenade depuis le 2e étage. Tir précis sur le nid de mitrailleuses allemandes. Après l'explosion, le rugissement de la mitrailleuse s'étut net. Un instant plus tard, un point de mire, une mitrailleuse lourde de calibre 30 s'est installée au même étage, tirant frénétiquement sur la rue en contrebas. Les fantassins allemands qui tentaient de fuir tombaient par dizaines. Des cadavres jonchent les champs. À 8h30, le moment le plus difficile est enfin passé. La coalition terrestre poursuit son avantage et pénètre dans le centre-ville de Calan. Les tirs de Linsing résonnent encore à ce moment. Mais la résistance à grande échelle s'est effondrée. Les rues sont criblées de cratères et les bâtiments sont réduits en ruines. Des rangées entières de maisons brûlent. 40 ans est finalement tombé. Mais pour Ronald Speer et le 506e, la bataille est loin d'être terminée. Quelques heures plus tard, un nouvel ordre arrive. Avancer vers le sud-ouest pour prendre la ville de Bopt. Speer mène son bataillon. Il progresse vers l'ouest sous la chaleur étouffante et l'humidité, nettoyant un par un les villages délabrés en périphérie. Ils se sont préparés à une résistance acharnée, car des renseignements avaient indiqué qu'un grand nombre de troupes allemandes s'étaient rassemblées à proximité. Mais ce qui s'est offert à leurs yeux n'était que ruines, et des civils encore sous le choc. Dans une maison soufflée à Mobile, Speer rencontre un vieil homme français. Le vieil homme est blessé par les bombardements, couvert de coupures de poissons. Speer ordonne immédiatement qu'on l'emmène à un poste de secours. Le vieil homme hoche la tête, hébété, ses yeux remplis de peur et de fatigue. Un journaliste de guerre présent a consigné cela par écrit. Le peuple français a subi tant de souffrances. Ils savent bien qu'une partie de ces souffrances est causée par nos obus et nos bombes. Mais ils disent que c'est le prix à payer pour être libérés. Au crépuscule, le supérieur de Speer, Joseph Macmillan, a ordonné à la garde centrale de se replier sous le couvert, vers le poste de commandement du bataillon. Macmillan et Speer ont mené leur compagnie, le long d'un chemin de terre étroit, se retirant avec prudence. Les arbres des deux côtés de la route étaient si hauts qu'ils ne laissaient passer que 2 personnes côte à côte. La nuit était sombre, la visibilité était très faible, mais ils ont finalement atteint la ligne de défense principale en toute sécurité. Ils n'ont rencontré aucune troupe ennemie en chemin. La plupart des soldats se sont effondrés dès leur arrivée sur la position. Ils pouvaient enfin avoir quelques heures de repos précieux. Mais Macmillan et Speer ne se permettaient aucun relâchement. Ils inspectèrent à nouveau un secteur de défense, s'assurant que tout était parfait. Près d'un verger, Speer perçut le moindre mouvement. Il fit signe de la main, puis son geste se figea brusquement. Les 2 dernières silhouettes se retournent. Ils portent des casques allemands. Macmillan réagit instantanément. Il fait demi-tour et s'enfuit à toutes jambes, traversant le champ ouvert et les buissons. Il se dirige vers la grotte au loin, la maison en pierre servant de poste de commandement du commandant de bataillon. Il veut donner l'alerte. Des coups de feu se firent entendre derrière lui. Il était encore en retard d'un pas. Au poste de commandement, la première compagnie était déjà engagée avec les Allemands. À ce moment critique, 6 chars légers sont arrivés à temps. Les membres des équipages n'ont pas hésité à ouvrir le feu violemment sur les Allemands dans le verger. Les balles de mitrailleuses pleuvaient. La lueur des flammes rougissait la lisière des bois. Cette attaque surprise allemande a été repoussée avec succès. Mais la ligne de défense alliée reste précaire. Ce ne sera certainement pas la dernière offensive allemande.
Avant l'aube du 13 juin 1944, le deuxième peloton de Speer est prêt. Prêt à attaquer. Une ferme sous la ligne de chemin de fer de 40 ans lance une attaque frontale. Une attaque frontale. Leur objectif est une cour entourée de murs de pierre. Cette cour est située au bas d'une pente douce. Flanquée de bois des deux côtés, les Allemands s'y sont probablement déjà retranchés. Ils ont construit de solides fortifications. Speer a travaillé en étroite collaboration avec le peloton de mortiers du quartier général pour élaborer une tactique d'assaut coordonnée. À 4 heures du matin précise, l'attaque a été lancée à l'heure. 8 mortiers de 81 mm ont rugi à l'unisson. Des obus explosifs denses sont tombés comme la pluie sur la ferme. Les violentes explosions ont fait voler en éclats les tuiles du toit de la ferme. Des flammes intenses s'élèvent de la maison. Une épaisse fumée monte vers le ciel. Le toit de la ferme s'effondre. Speer donne le signal de l'assaut. Ses hommes dévalent la colline en ligne de tir dispersée. Fusil à l'épaule, balayant chaque recoin avec vigilance. À 75 yards du mur de pierre. La situation de la bataille a soudainement basculé. Des obus sont arrivés en riant de l'ouest. Les mortiers et l'artillerie allemands, les canons de 81 mm et de 105 mm, ont tiré simultanément, bombardant violemment la pente derrière eux. Les troupes de l'arrière-garde étaient exposées en terrain découvert, subissant de lourdes pertes. Un soldat armé d'un fusil est touché par un obus et tombe au sol, poussant un cri de douleur. Les autres soldats, réprimant leur chagrin, avancent avec courage. Ils franchissent le mur de pierre atteignant leur taille, et se précipitent dans la cour, en proie aux flammes. La situation dans la cour s'est immédiatement détériorée au plus haut point. La ferme est en proie aux flammes. Une épaisse fumée noire envahit la cour. Les soldats ne peuvent plus ouvrir les yeux, et ont du mal à respirer. C'est alors que, des balles de mitrailleuses les frappent par derrière. Les Allemands les ont encerclés par l'arrière, le long des arbres, tentant de leur couper la retraite. Speer se retourna brusquement, et vit les silhouettes ennemies le long de la lisière des bois, se déplaçant rapidement, se rapprochant rapidement. Il cria immédiatement à haute voix, l'équipe de mitrailleuses Browning. La mitrailleuse Browning rugit. Le chargeur de 20 coups se vida instantanément. Des douilles jonchent le sol. Les cris de l'ennemi percent la fumée de la poudre. Les fusiliers de Speer ouvrent le feu. Leurs tirs précis contiennent l'assaut allemand. Dans la cour, les éclairs des bouches à feu jaillissent sans cesse. Les cris des soldats se mêlent au bruit des tirs. Le canon du M1 Garand d'un soldat est brûlant. Il est obligé de jeter son arme par terre. La crosse de fusil était couverte de graisse et de sueur. Malgré cela, ils ont tenu bon sur la ligne de défense arrière. Immédiatement, une pluie de grenades allemandes s'est abattue sur eux. Les soldats allemands, depuis l'arrière des arbres à l'ouest, lançaient des grenades ovales. Ces grenades sont petites, mais très puissantes. Il explose après avoir rebondi au sol, projetant des éclats très meurtriers. La première vague de grenades explose près du mur nord de la cour. Des éclats brûlants balaient toute l'escouade. Un éclat a frappé la tempe droite de Speer. Un autre a traversé son genou. Il recule en titubant. Il perd la sensation de la moitié de son corps. Le bruit assourdissant de l'explosion ne laisse dans ses oreilles qu'un sifflement aigu. La poitrine du soldat John Dearcy a été touchée par une grenade. La grenade a ricoché et a explosé près de sa hanche. Il tombe par terre, gravement blessé. La charge allemande suit de près. Les fantassins allemands sortent du bois à seulement 25 mètres. Ils chargent en formation dispersée, tirant frénétiquement. Speer, malgré ses blessures, crie pour encourager ses hommes. Les soldats s'appuient sur les 10 meilleurs, tirant une salve de balles bien alignée. Le fusil mitrailleur Browning crachait des serpents de feu. Chaque soldat allemand qui s'avançait tombait devant le mur de pierre. La première charge allemande fut un échec. Mais, à ce moment, la deuxième ligne se retrouva dans une situation extrêmement dangereuse. L'incendie de la ferme prenait de l'ampleur. Tout le bâtiment est englouti par les flammes. Le plus grave, c'est que leurs munitions sont sur le point de s'épuiser. Speer regarda à travers les interstices de la dizaine. La coalition terrestre et la coalition F se retirent. Ils sont complètement isolés. Speer décrivit le danger dans son rapport. La situation. Il n'y avait aucun abri contre les grenades dans la cour. La ferme en feu dégageait une vague de chaleur et une fumée suffocante. Nous pouvions être brûlés vifs à tout moment. À ce moment,
Spears était couvert de sang et boitait, mais il tenait bon, cherchant partout une issue. Finalement, il trouva dans un coin du jardin un fossé de drainage peu profond. Ce fossé s'étendait vers le nord-est, directement vers les lignes alliées. Sous le feu, il cria fort, deuxième rang. Suivez-moi. À peine il finit de parler, qu'il sauta le premier dans le fossé. Les soldats, par groupe de 2, couverture mutuelle ou progression à plat ventre, ou sprint rapide en suivant les pas de Spears. Un soldat tente de porter le soldat blessé d'Ilcy sur son dos, mais Dilcy lui dit de partir vite. Un soldat en retraite crie dans la douleur, exprimant la dure réalité. Nous ne pouvons rien faire, dépêchez-vous. Personne ne veut abandonner ses camarades, mais la fenêtre pour percer se referme rapidement. Finalement, ils ont dû laisser Diel dans la cour. Spears fut le dernier à sauter dans le caniveau. Il pouvait entendre les balles siffler au-dessus de sa tête, et entendre les blessés gémir. Une voix parvint de la cour derrière eux. Des sons de lutte. Les soldats du régiment traversaient difficilement le fossé. Ils rampaient et glissaient dans la boue et les roseaux, se retirant vers la ligne de défense du bataillon à 300 mètres. Quand ils sortirent enfin du fossé, chacun d'eux était couvert de boue, baignant dans le sang, épuisés à l'extrême, mais ils ont survécu. Spears boitait vers le poste de commandement, la douleur lancinante de son genou le frappant par vagues. Son visage était couvert de boue et de sang. Le combat n'était pas terminé, mais la deuxième vague avait finalement réussi dans cette bataille du canyon sanglant. Ils ont survécu, au moins, ils ont survécu pour l'instant. Spears et ses hommes traînaient leur corps épuisé et progressaient péniblement dans le canyon boueux pour retourner à la ligne de défense. Leurs bottes glissaient dans la boue. Leurs uniformes étaient déjà trempés, tenant fermement leurs armes. Quand ils sont finalement revenus à la tranchée, ils se sont effondrés un par un, épuisés. Mais quand Spears a levé les yeux pour balayer le champ de bataille, il a réalisé que la ligne de défense était en train de céder. La compagnie F s'était à nouveau retirée sans autorisation. Cette fois, il se repliait à 100 mètres derrière, à environ 91 mètres d'altitude. Aucun ordre de repli n'a été reçu, ni aucune alerte lancée. Pour Spears, c'était une catastrophe. La retraite de la compagnie F a créé une énorme brèche dans la ligne de défense de l'aile gauche. Toutes les positions défensives du camp risquaient de s'effondrer. Mais lorsqu'il mena ses troupes en avant pour tenter de combler la brèche, il comprit la raison du repli de la compagnie F. Une unité de chars allemands fonçait droit sur leur position. La situation était critique. La coalition a immédiatement mobilisé d'urgence des troupes pour colmater la brèche. Debout, Lispier a vu ses soldats, tous le teint blême, recroquevillés derrière leurs abris, serrant fermement la terre sous eux. Ses yeux étaient fixes, ils comprenaient tous que le moment le plus terrible était encore à venir. Ils se souvenaient de la performance de ces hommes à ce moment-là. Le ton de Spears était rempli de fierté. Ils ressentaient effectivement la peur, mais aucun d'eux n'a paniqué. Les Allemands contrôlaient toujours la position boisée de 200 millions. Il fallait continuer à supprimer le feu ennemi, sinon, toute la ligne de défense s'effondrerait. Spears courait d'un bout à l'autre au milieu des cris de guerre, criant fort. Il allait jusqu'à donner des coups de pied aux soldats épuisés et hagards, pour les forcer à reprendre leurs fusils et à redéfinir leur zone de tir, afin d'organiser une résistance efficace. À 14 heures, la terre se mit à gronder. Les 60 véhicules blindés du deuxième groupe de combat JAS, ils sont arrivés en masse sur le champ de bataille. Chars Sherman, chars légers M5, et des canons automoteurs de 105 mm. Tout était en place. Spears l'a écrit dans son rapport. Pour le deuxième bataillon, lourdement touché, cette scène était comme l'arrivée d'anges guerriers. Les chars avancent en tirant, tout en progressant, mettant les Allemands en déroute. Le canon principal du char crache des serpents de feu furieux, des obus explosifs, pulvérise l'offensive allemande dans les bois et la forêt. L'infanterie allemande est mise en déroute et s'enfuit en désordre. Le passage entre Utah Beach et Omaha Beach a été complètement dégagé. L'unité de Spears fut retirée de 40 ans et intégrée à la réserve. À ce moment, il ne restait que 50 soldats de l'Union capables de continuer le combat. Malgré cela, Spears restait confiant dans le moral de ses hommes. Louange à leur volonté.
Même si l'escadron a été contraint de reculer, la grande majorité des soldats se sont battus avec bravoure. Nous avons réussi à tenir Karantang, accomplissant la mission qui nous a été confiée. Tous les officiers et soldats sont fiers de leurs exploits. Cette nuit-là, une nouvelle leur est parvenue. Concernant le soldat John Dielsey, des nouvelles. Dielsey a été découvert par un tireur d'élite allemand. Un soldat allemand dément a poignardé ce soldat américain blessé, le laissant sur le champ de bataille, le laissant devenir la proie des vautours. Mais Dielsey n'est pas mort. Il réprima une douleur atroce et traîna son corps blessé, rampant difficilement vers les lignes alliées. Sa conscience était tantôt claire, tantôt confuse. Finalement, le personnel médical le trouva et l'emmena rapidement au poste de secours pour le soigner. Ronald Spears n'oubliera jamais John Tierney. La souffrance qu'il a endurée, ce choix cruel de devoir abandonner ses camarades, est devenu un cauchemar dont il n'a jamais pu se défaire. Après la Seconde Guerre mondiale, la carrière militaire de Spears ne s'est pas arrêtée là. Il a participé à la guerre de Corée. Lors de l'opération Tomahawk en mars 1951, il a de nouveau accompli des exploits militaires. Après la guerre de Corée, Spears fut envoyé en Allemagne de l'Est comme officier de liaison. Son dernier poste militaire fut celui d'officier de planification au Pentagone. En 1964, Spears prit une retraite honorable avec le grade de colonel. Tout au long de sa carrière militaire, Spears a reçu d'innombrables médailles, dont la Silver Star, la Distinguished Service Cross, la Bronze Star et la Purple Hat. Ses exploits légendaires durant la Seconde Guerre mondiale, notamment à 40 ans, et dans la bataille de Bloody Gulch, devraient être gravés à jamais dans la mémoire collective, chantés par les générations futures.